Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Telimo, notre rendez-vous immobilier avec des conseils, des infos pratiques. Aujourd'hui, notre notaire nous parlera de location. Nous ne nous intéressons pas qu'aux propriétaires dans cette émission. Notre expert, qui viendra ici en plateau, mais avec qui nous avons aussi réalisé un reportage, eh bien, ce sera un courtier en travaux, un métier émergent ces dernières années. Mais d'abord, Hervé Indre, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de mission dans une banque. Dans quelques instants, vous nous conseillerez sur le choix entre un taux fixe et un taux variable quand on fait un prêt immobilier dans une banque. Mais d'abord, Nathalie, bonjour. Bonjour Vanessa. Quelques actus concernant l'immobilier. Alors tout d'abord, première actu, la taxe sur les micro-logements vient d'être actualisée pour 2015. C'est une taxe donc qui concerne les propriétaires qui louent des micro-logements, c'est-à-dire des logements petits, moins de 14 mètres carrés, des toutes petites surfaces, en zone tendue. Zone tendue, c'est-à-dire là où il y a une pénurie de logements, exemple Paris. Ces propriétaires donc, qui louent ces logements avec un loyer qui est supérieur ou égal à 41,61 € par mètre carré, eh bien, seront redevables de cette taxe. D'accord, donc ça c'est tout nouveau. Alors la taxe, elle existe déjà, c'est le seuil qui vient d'être réactualisé pour 2015. D'accord, deuxième actu, Nathalie. Deuxième actu. Alors, si vous avez un projet immobilier, eh bien, il faut savoir qu'il vaut mieux acheter en hiver qu'en été. Ouais. Vous aurez plus de chances de mieux négocier le prix. Comment ça se fait? C'est que les banquiers sont sensibles au temps qu'il fait? Pas tout à fait, pas tout à fait. C'est le marché immobilier qui est saisonnier. Il évolue donc au fil des mois. Et ça, c'est à cause de la loi, de l'éternelle loi, de l'offre et de la demande. Donc les gens ont tendance plutôt à acheter l'été, donc ça veut dire qu'il... Exactement. Pourquoi? Parce que l'hiver, il y a peu d'offres, il y a peu d'acheteurs. Les prix ont tendance à baisser. L'été, la demande est plus soutenue, les prix ont tendance à grimper. Donc, si vous gagnez 2 ou 3% sur un achat immobilier, eh bien, mine de rien, c'est pas mal, parce que 2% sur un achat de 200 000 €, eh bien, ça représente 4 000 €. Voilà, écoute, ça c'est une info intéressante, parce que ça je ne le savais pas du tout. En hiver, en revanche, si on achète, il faut faire attention, parce que s'il y a des travaux, qu'il n'y a pas de chauffage, ça peut être compliqué aussi. Mais c'est d'autres soucis à régler. Il vaut mieux faire les travaux effectivement au printemps. Ouais. Voilà. Mais les courses immobilières, les achats immobiliers, c'est mieux l'hiver. Dernière info, je crois que tu voulais revenir sur le prêt à taux zéro. On en avait déjà parlé ici même d'ailleurs. On en a parlé en 2014. La bonne nouvelle pour les primo-accédants en 2015, c'est que ce PTZ, ce prêt à taux zéro, est également accordé à l'achat de logements anciens. Alors, le prêt à taux zéro, donc, c'est un prêt qui est réservé aux primo-accédants, c'est-à-dire des personnes qui achètent une résidence principale pour la première fois. C'est un prêt sans intérêt, donc c'est extrêmement intéressant. Cette année, donc, vous pouvez acheter un logement ancien, à condition toutefois que le bien se situe dans une des 6 000 communes de moins de 10 000 habitants, donc une zone rurale, et également à condition que le primo-accédant fasse des travaux à hauteur au moins de 25% du montant de la transaction. Pour connaître tout ça, pour revenir là-dessus, il faut quoi? Demander à son banquier? Alors voilà, je vous encourage à vous rapprocher de votre banquier pour connaître toutes les modalités, parce qu'après le montant varie, ça varie en fait, il y a des conditions. Alors Hervé Indre, bonjour justement. Bonjour, je vais terminer sur ce prêt à taux zéro. Sur le site imonote.com, il y a plus de 85 000 annonces immobilières de notaires. Et désormais, vous pouvez visualiser grâce à une pastille PTZ si le bien est éligible ou pas donc à ce prêt à taux zéro. Imonote.com. Voilà. L'adresse évidemment qu'on donne à chaque fois dans l'émission. Alors Hervé Indre, vous travaillez dans une banque chargée de mission au Crédit Agricole. Quand on emprunte, quand on achète un bien immobilier, souvent l'étape obligatoire c'est la banque et l'emprunt. Alors on a le choix, taux fixe, taux variable. Vous allez nous conseiller du coup aujourd'hui dans cette émission. Alors déjà, un taux fixe, qu'est-ce que c'est? Avantages, inconvénients. Vanessa, vous avez raison, quand les futurs emprunteurs poussent notre porte, au-delà de l'aspect financier, c'est un vrai projet de vie pour eux et ils ont besoin d'être éclairés. Dans les différents panels qu'on peut proposer, il y a d'abord le taux fixe que l'on connaît. Le taux fixe, c'est assez simple. Une fois que l'enveloppe est déterminée en montant, que la durée est également déterminée, ça donne une mensualité pour éclairer mes propos. Un emprunt de 100 000 € sur une durée de 15 ans, ça représente aujourd'hui, avec un taux indicateur de 2,30 fixe, une mensualité de 660 €. L'emprunteur paiera 660 € tous les mois, durant toute la vie. Pendant 15 ans, voilà. Voilà, c'est une mensualité linéaire. En revanche, par rapport à cette mensualité linéaire, les banques, dont le Crédit Agricole, peut proposer des options de modularité ou de souplesse gratuitement qui permettent de moduler leur montant
à plus 30 ou moins 30% du montant en fonction des événements que peuvent être des augmentations ou des baisses de revenus ou des aléas de la vie, de façon à répondre à des événements qui permettent de rembourser plus ou rembourser moins. Alors, et un taux révisable, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne? Alors, à l'inverse du taux fixe, il existe des taux révisables où là, c'est un peu plus complexe. Alors, sans rentrer dans les détails, le taux révisable est révisé, c'est le cas de le dire, chaque année selon des indicateurs qui sont validés, connus par l'établissement bancaire et par le client dès le départ. Et en fonction de la fluctuation qu'il y a année par année, le taux est révisé. Avec ce qu'on appelle des capés, c'est-à-dire des limites, des barrières qui peuvent être décapées à plus 1, plus 2 ou plus 3%, ou moins 1, moins 2, moins 3%, de façon à ne pas dévier et rester dans un tunnel de variabilité qui ne varie pas trop. Est-ce qu'on peut changer d'avis et puis passer d'un taux variable à un taux fixe, ou peut-être inversement? Votre question est pertinente parce qu'aujourd'hui, quand un emprunteur s'oriente sur un financement à taux révisable, il a la possibilité de passer à un taux fixe. Il a la possibilité une seule fois, mais ça lui permet de se mettre à l'abri des fluctuations de taux futures qu'il pourrait y avoir. On peut aussi avoir une configuration sur 15 ans, d'avoir 4 ans en taux fixe et après, le taux devient variable, capé, pas non, capé. inversement, on peut partir sur un taux révisable sur une durée que le client choisit, 2 ans, 3 ans, 4 ans, et en fonction de l'évolution des taux, il décide de rester en fixe parce qu'il veut se mettre à l'abri de fluctuations de taux. Oui, il le peut, gratuitement. Alors, quel est votre conseil, vous, aujourd'hui, en tant que banquier représentant d'une banque? Est-ce qu'il vaut mieux choisir un taux fixe ou un taux variable aujourd'hui? Les conseillers sont rarement les payeurs, mais aujourd'hui, on constate chez nous au Crédit Agricole, par exemple, que 9 dossiers sur 10 sont faits en taux fixe. Pourquoi? Parce qu'on est aujourd'hui dans une politique de taux qui est historiquement bas depuis 2 ans et les clients souhaitent figer un taux qui est très attractif dès le départ parce que quand on s'engage sur une période de 15, 20 ans ou 25 ans, autant figer de bonnes conditions dès le départ. Donc aujourd'hui, eu égard à la pratique des taux, le taux fixe est plus proposé. Après, de toute façon, on ne peut que conseiller aux gens d'aller voir plusieurs banques, de faire jouer la concurrence. Et puis, une banque propose différentes simulations finalement. Exactement. Taux fixe, taux variable. Vous avez raison, et c'est ce que je disais en introduction, c'est un vrai projet de vie. Donc, ça se réfléchit, ça s'échange, ça se mature au-delà de l'aspect financier. Et on ne peut conseiller qu'aux futurs emprunteurs à aller pousser les portes des banques, ainsi que celles des notaires, parce que les approches financières et patrimoniales sont importantes. Merci beaucoup pour vos conseils à tous les deux, pour les infos aussi que l'on a apprises. Vous connaissez un nouveau métier, enfin un métier émergent, courtier en travaux. Alors là, c'est pour ceux qui ont déjà acheté, on va dire, et qui veulent se lancer dans des travaux. Oui. Parfois, c'est une grosse prise de tête quand on n'y connaît absolument rien, qu'on n'a pas forcément le temps, donc on peut se retourner vers un courtier en travaux. Regardez le reportage de Bénédicte Jourdier qui a rencontré Arnaud Machinal, qui est courtier en travaux à Limoges. Mur, plafond et puis boiserie. D'accord, la pièce. La pièce, quoi. Et puis reprendre, Non, mais les plaintes, on va les garder existantes. Les plaintes, Arnaud transmet les directives de son client à Loïc, un artisan du bâtiment. Tu touches pas à la chambre, voilà. Et tout le reste. Plafond, mur, sol, boiserie, radiateur. Son métier, courtier en travaux. Ok, donc la tôle de mer, qu'est-ce que je fais, Arnaud? Je l'arrache ou je l'arrache pas? Donc tu le sais, si on l'arrache et que je repars sur un support neuf, je remets de la toile, le coup, ça va. Je sais bien. Il fait visiter le bien immobilier à différents gérants d'entreprise, électriciens, plombiers, plâtriers, afin de pouvoir proposer un devis complet à son client. Bon, les artisans, ils ont leur vocabulaire, ils ont leur mots techniques, ils ont plein de choses comme ça. Donc moi, c'est d'essayer de les comprendre au maximum. On peut croire quand je pose des questions que je fais un peu novice, sur certains cas c'est le cas, mais je me mets un peu à la place à chaque fois de celui qui ne sait pas. Et comme ça, voilà, ça me permet à la fois de tester les connaissances de l'entreprise. Moi, ça me permet aussi d'apprendre des choses, ce qui fait que du coup derrière, quand je vais voir les clients, je suis plus à même de pouvoir reformuler, d'expliquer, d'expliquer un prix s'il le faut, voilà. Un intermédiaire qui, grâce à son carnet d'adresses, mutualise les informations et donc les travaux et permet aux artisans comme aux clients de gagner du temps. Sur les rendez-vous, on va en faire un pour étudier un chantier où on est censé quasiment ne pas revenir si on a le travail, alors que pour un particulier, on peut y revenir 2-3 fois sur le même chantier pour arriver au bout, avoir une signature avec le client.
Mais en même temps, c'est une autre relation, c'est complètement une autre relation par rapport à ce qu'on vit au quotidien. Déjà, moi, je marche beaucoup à l'humain, que ce soit dans le travail avec mes salariés. Donc, c'est une personne humainement avec qui ça se passe très bien, en principe. Donc, voilà, c'est un plus. C'est vraiment un plus pour avoir du travail en plus. Et c'est très, très important, quoi. Sur le marché, ça devient très important, les courtiers. Et l'intérêt pour Loïc, c'est surtout d'avoir de nouvelles commandes. Le courtier, lui, prend 10% sur le coût des travaux. Mon intérêt, alors oui, effectivement, c'est de gagner ma vie, ça c'est évident, mais j'essaye de faire ça dans l'idée que, comme je disais, c'est pas mon appartement, effectivement, mais c'est d'essayer de défendre les choses comme si c'était le mien, en fait, puisque demain, il y a des gens qui vont venir vivre ici, y passer du temps, et tant qu'à faire, autant que ce soit dans un lieu qui est agréable à vivre au maximum, en tout cas, et avec les possibilités des clients. Donc en fait, il y a tout un échange. Si les gens veulent faire des choix, on leur présente les choix possibles, mais c'est eux qui choisissent. Un métier qui se développe de plus en plus. Arnaud, lui, est courtier depuis 2 ans maintenant. Autrefois, dans l'événementiel, il s'est reconverti et a fait une formation d'1 an de technicien maîtreur à la Fédération compagnonique de Limoges. Il faut quand même y connaître un minimum, donc j'ai acquis ce minimum par cette formation. Et puis maintenant, le travail que je fais là, d'intermédiaire, me permet aussi, comme on a pu le voir, je côtoie des entreprises. On a des problématiques, ils ont des problématiques, ils essaient d'y répondre. Et moi, comme je suis là, je discute avec eux, j'apprends aussi, ce qui fait que pour le prochain client, j'en sais déjà un peu plus pour la prochaine fois. Donc en fait, le temps joue pour moi à ce niveau-là. Arnaud a appris sur le tas et apprend encore chaque jour. Et cela n'a pas empêché Madame Lavergne d'avoir confiance en lui. Étant seule, pour moi, c'était quand même mieux que j'ai quelqu'un de confiance pour organiser les travaux. Je pense qu'il y a un côté d'essayer de rassurer. Ensuite, c'est d'essayer de déterminer avec eux. En fait, moi, quand je les écoute, je leur pose des questions. Et puis, la première chose, c'est surtout de les écouter sur leur projet. Mais c'est d'être toujours présent pour qu'ils n'aient pas l'impression de se retrouver tout seuls, en fait. Courtier en travaux, un métier qui consiste à accompagner des particuliers dans leurs projets de construction, de rénovation ou d'aménagement. Il est là avec nous aujourd'hui. Bonjour Arnaud, merci d'être venu. Alors pour qu'on comprenne bien, un courtier en travaux assure-t-il le suivi d'un chantier ? Alors bonjour Vanessa. Dans les faits, un courtier en travaux ne peut pas faire le suivi de chantier pour la simple et bonne raison que la définition type du métier de courtier, c'est la mise en relation. C'est, on va dire, l'aspect peut-être commercial entre un particulier, par exemple, qui veut faire des travaux et une entreprise. Mon métier, moi, c'est ça. C'est vraiment de la partie faire les devis pour les travaux. Vous n'êtes pas maître d'œuvre. Je ne suis pas maître d'œuvre, donc je n'ai pas les assurances qui vont avec l'assurance décennale que peut avoir un maître d'œuvre et ce genre de choses. Donc si ça se passe mal pour un particulier, il ne peut pas se retourner contre vous ? De manière officielle, non. À la fois parce que moi, je fais signer un contrat avec le particulier et l'entreprise. Et puis dans les textes, je l'ai appris récemment dans un autre reportage sur les courtiers, quoi qu'il arrive, le fait que je m'appelle courtier apparemment me dégage de cette responsabilité. Alors après, ce sera pas il y a bon une pour responsabilité morale pour de toute manière. Et puis après, de toute manière, si ça se passe mal, que je sois responsable ou pas, on ne va pas me faire confiance. Donc, le bouche à oreille est important, évidemment. Il est même primordial, je pense, dans le milieu du bâtiment et puis de recouper les informations, en fait. Et c'est d'ailleurs comme ça, c'est aussi beaucoup par le bouche-oreille, je crois, que vous choisissez, vous, les artisans, que vous faites travailler. Au départ, c'est en tout cas comme ça que j'ai commencé, c'est-à-dire que, ne venant pas du milieu, puisque le reportage l'explique, je ne viens pas de ce milieu-là, donc plutôt que de prendre les pages jaunes et de taper au hasard ou de toutes les appeler, j'ai commencé, je connaissais une entreprise qui fait de la peinture-plâtrerie, que j'avais déjà vu travailler, qui était venu chez mes parents, des choses comme ça, donc j'ai vu que ça se passait bien. Je les ai contactés, je leur ai proposé mes services, ils ont accepté. Et en fait, petit à petit, quand j'avais des problématiques, je lui disais, écoutez, là, j'ai besoin d'un plombier chauffagiste, tu connais quelqu'un ? Oui, je connais, et puis vas-y, tu peux y aller, celui-là, il travaille bien, je le rencontre. Des fois, ça ne le fait pas parce qu'ils ne veulent pas travailler avec un courtier, ce que je peux comprendre. Et puis si ça le fait, voilà. Et en fait, c'est comme ça que petit à petit, et ensuite derrière, tant mieux s'ils ont des qualifications comme dans l'électricité Qualifelec ou dans le bois la menuiserie ou s'ils ont Calibat ou s'ils ont voilà. Donc sur le mode de rémunération, vous disiez il y a certains artisans qui ne veulent pas travailler avec vous parce que finalement le coût d'un courtier, c'est l'artisan qui doit le supporter. Tout à fait. Pour moi particulier qui choisit un courtier, ça ne va pas me coûter plus cher ? Alors, de manière officielle, l'opération est transparente pour vous.
Ensuite, donc effectivement, en moyenne, c'est 10%. Donc moi, c'est la base avec que je traite avec tout le monde. Ensuite, le montant des travaux augmentant, j'ai aussi mis en place un barème qui réduit ma commission. Et en fait, donc c'est ça. Et ensuite, alors il y a des entreprises, et c'est là où c'est difficile pour moi de le savoir, puisqu'il faudrait que je puisse faire un devis sans qu'ils me connaissent avec leur prix, et un devis avec le mien pour arriver à comparer. Et c'est, je vois pas trop comment on peut mettre ça en place en fait. Donc je sais qu'il y en a qui peuvent le rajouter, d'autres qui l'intègrent complètement, d'autres qui coupent un peu la poire en deux. Mais comme j'essaye par rapport à un projet d'un particulier de faire comme une mini appel d'offres, moi je leur dis bien, si tu rajoutes mes 10% et qu'en face il y a quelqu'un même qui travaille avec moi mais qui ne l'a pas fait, tu prends le risque d'être plus cher du coup. Les lois de la concurrence, bien sûr. Et puis, de toute manière, j'ai eu des cas où on a été en concurrence contre des entreprises avec qui je ne travaille pas, donc qui forcément ne me doivent rien. Et ben, il y a des fois on est un peu plus cher, et puis des fois on est moins cher. Ça dépend vraiment de... Il n'y a pas de règle en fait, mais je peux comprendre qu'on puisse le croire. Voilà. Pour qu'on comprenne bien aussi, la clientèle qui passe par un courtier en travaux, finalement, puisque c'est juste, entre guillemets, juste une mise en relation, aujourd'hui, les particuliers ont plein de moyens de trouver un artisan. Quel est le véritable intérêt pour un particulier de passer par vous? L'intérêt, je dirais que j'ai une base d'entreprise avec qui je travaille, avec qui j'ai déjà travaillé, qui ont déjà fait des travaux, je sais ce qu'ils valent. Donc, par rapport à ceux que je vais vous présenter, je suis à peu près sûr du résultat. Bien sûr, on peut tous faire des erreurs, mais il n'y a que ceux qui font rien qui ne font pas d'erreur. Mais globalement, ça veut dire que c'est une assurance de qualité quand même de services proposés, de qualité du travail. Ce qui veut dire aussi qu'on passait par un courtier en travaux. Alors c'est peut-être le cas dans le financement, comme on a parlé tout à l'heure, où ne veut pas dire du coup on va aller forcément au moins cher. Surtout que dans le bâtiment, des fois le moins cher, faut s'en méfier. Il faut peut-être s'en méfier. Il y a moins cher et moins cher en fait, c'est toujours pareil. Moins cher quand les travaux c'est 7 000, 7 300 et 6 700, on est dans la même... mais 7 000, 7 300 et 5 000, c'est qu'il y a peut-être un loup on peut peut-être quelque part. commencer à réfléchir. Alors est-ce que c'est parce qu'il n'a pas eu tous les éléments, donc il lui manque peut-être des éléments sur son devis. Et donc moi, mon travail en fait, de ce que j'essaie de faire, on explique que je suis maîtreur à la base, c'est que même si officiellement je ne peux pas donner mes maîtrés aux entreprises, par contre, moi de l'avoir fait en amont, je connais à peu près les quantités, ce qui me permet de comparer les devis, de savoir s'ils en ont trop mis, pas assez. Parce que vous n'êtes pas totalement effectivement novice dans le domaine, vous connaissez les bases du bâtiment, on va dire. Bon, je n'avais pas forcément prévu quand je suis rentré à cette formation de technicien maîtreur ici sur Limoges, chez la Fédération des compagnons, que j'allais être courtier en travaux à la sortie. Moi, j'aurais au départ préféré être salarié, maîtreur dans une société pour apprendre justement, gagner de l'expérience. Bon, en janvier 2013, quand je me suis pointé sur le marché du travail, compliqué. Ça a été compliqué. Donc ça plus été où je continuais à rester au chômage, où j'ai rencontré ce courtier qui m'a expliqué, monsieur Jean-Marc Tranchant, société en thèse. Je me permets de le citer parce que c'est quand même grâce à lui que je me suis lancé et que j'en suis là aujourd'hui. Et en fait, et ça me permet, comme je l'ai expliqué dans le reportage, au moins je suis au contact des entreprises. On parle technique, on parle terrain, je suis avec eux. Et c'est mieux que d'être au chômage. Et on sait très bien quand on est au chômage, on passe moins de temps à dire voilà. Donc, alors en revanche, vous avez effectivement une formation. Aujourd'hui, peut-être le bémol qu'on peut souligner, c'est que n'importe qui peut s'installer en tant que courtier sans avoir aucune formation. Exactement. Courtier en travaux. De ce qu'il en résulte, en tout cas, moi j'ai pas fait d'études, mais il y a suffisamment d'informations en ce moment sur le sujet pour effectivement demain n'importe qui peut être courtier, donc avec des avantages et des inconvénients forcément. Là aussi, quelque part, il faut bien choisir son courtier. Mais bon, c'est comme plein de choses. En tout cas, c'est un métier émergent. C'est un métier émergent, et puis après, c'est le sens du relationnel. Moi, venant de l'organisation de séminaires et de plein de choses, on m'a toujours appris, les grandes lignes, quand tu les maîtrises, ce qu'il faut, c'est soigner le détail dans le service et dans le détail du travail fait et bien fait. Donc, c'est ma base, en fait. Eh ben, merci beaucoup, Arnaud, pour ce témoignage. Merci à vous, en tout cas, de m'avoir invité et puis de pouvoir... c'est toujours intéressant de découvrir des métiers un peu émergents. Oui, dans un projet de vie, c'est une réelle relation de confiance que ce monsieur amène. Je trouve que c'est assez important. Relation de confiance qu'on doit aussi avoir avec son notaire. Exactement. Et ben oui, on choisit aussi son notaire. Il y en a plusieurs des notaires, il faut le choisir. Et la relation humaine est importante. Alors aujourd'hui, Maître Gann, vous êtes venu nous parler de location. Oui, alors ça peut paraître étonnant qu'un notaire vienne nous parler de contrat de location. Moi, je ne savais pas qu'on pouvait signer un contrat de location chez son notaire. Oui, vous avez donné une partie de la réponse dans votre question. Le contrat de location, c'est avant tout un contrat.
Donc c'est bien une règle juridique qui vient entre des parties. On a bien un propriétaire qui va mettre à la disposition d'une personne un logement, un appartement, une maison, moyennant une compensation financière. On a bien un contrat, un acte juridique. Et cet acte juridique, eh ben, à mon avis, il vaut mieux avoir tous les éléments pour que chacun puisse prendre ses dispositions en ayant connaissance de cause de ses engagements. C'est pour moi très important. De même, aller voir son notaire pour rédiger un bail, c'est tout simplement aussi avoir la fiscalité applicable. Je suis propriétaire, je touche des loyers, comment je vais les déclarer, et ainsi de suite. Et enfin, je dirais que le fait d'avoir un acte authentique, c'est-à-dire un acte qui a été rédigé devant notaire, un bail authentique, vous permet d'avoir une date certaine, une force probante et une force exécutoire. Alors, je m'explique. Une force exécutoire, tout simplement, je suis propriétaire de mon logement, j'ai mon locataire qui ne paie pas. En tant que notaire, je délivre un titre exécutoire, c'est-à-dire un titre de créance, au propriétaire qui se retourne vers un huissier qui va directement faire le nécessaire pour être payé. On n'a pas besoin de passer en justice, d'avoir une décision de justice et de payer des frais. Voilà. Donc c'est un réel apport. Donc là, on est bien d'accord, c'est le propriétaire du bien qui se tourne vers son notaire. Ce n'est pas le locataire les qui deux se parties, tourne vers son notaire. Non, justement, Ouais. souvent les locataires le demandent. Vous avez un propriétaire négligent, si vous avez un acte authentique ou un bail authentique, vous avez une fuite dans un toit, avec votre acte authentique, vous obligez le propriétaire à faire le nécessaire, sans décision de justice, parce que le propriétaire vous doit clouer le couvert. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques conseils sur des formalités à accomplir avant de louer son bien? Ah oui, alors effectivement, on voit une émergence de documents qui sont nécessaires depuis quelques années. On le voit, on en a parlé déjà dans le cadre des ventes, mais c'est aussi le cas dans le cadre de location. Il est obligatoire, avant chaque contrat de location, d'avoir un état des risques naturels et technologiques. Il est important que le locataire puisse savoir que son logement est en zone inondable. Il est obligatoire d'avoir un diagnostic concernant le plomb. Il est important pour un locataire de savoir s'il y a du plomb dans les peintures. Et enfin, il y a le diagnostic de performance énergétique qui doit être mis à la disposition du locataire. Alors, après, il y a deux autres notions. Nous avons l'amiante, diagnostic amiante, dont on entend beaucoup parler pour les ventes. Il n'est pas obligatoire. Par contre, il doit être mis à la disposition d'un locataire d'un appartement s'il le demande. Donc, autant le faire dès le départ. Et puis, depuis la loi du 24 mars, la loi Allure, le 24 mars 2014, intervient les diagnostics sur l'électricité, intervient les diagnostics sur le gaz. Et là, les décrets d'application sont en cours. Et je vous amène à aller voir votre diagnostiqueur avant de faire un bail et de donner un maximum d'informations. Ce sont des éléments qui sont essentiels. Un locataire a le droit de savoir quel logement il loue. Pour terminer, mais très rapidement, parce qu'on a très peu de temps, si j'ai un garage, je l'améliore, est-ce que je peux le louer? Alors oui, pourquoi pas. Déjà, si vous avez demandé les autorisations nécessaires pour faire la transformation des travaux. Et ensuite, si votre logement correspond à un logement décent. Ça, c'est important. Logement décent, il y a plusieurs critères. Vous avez des critères de surface, de dimension. On ne peut pas louer moins de 9 mètres carrés, moins de 2,20 mètres de hauteur. Alors, dans un garage, attention. Et moins de 20 mètres cubes. Et après, il y a des conditions d'équipement. Il faut absolument avoir un point d'eau. Il faut avoir la possibilité de mettre une plaque pour faire la cuisine. Il faut avoir un cabinet de toilette qui soit séparé de la pièce où on prend les repas. Et après, Donc des critères, on ne peut pas y déroger. Et après, des sécurités aussi, tout simplement. Le plus simple, c'est encore une fois peut-être de se retourner vers son notaire. Merci beaucoup. Plein d'infos aussi à retrouver sur le site imonote.com. Et n'hésitez pas à voir et revoir cette émission sur telim.tv. Merci beaucoup, messieurs. À bientôt. Au revoir. Merci.